Dans le dernier chapitre, Boruto est mort. En tout cas, il est laissé pour mort. C'est vrai que dans le premier épisode, on voit Boruto en vie dans le futur, donc il va sûrement se passer quelque chose pour qu'il soit sauvé, ou qu'une personne se sacrifiera pour le ramener à la vie, comme on le verra plus tard. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on assiste à la mort du personnage principal de l'œuvre. Kawaki a transpercé Boruto sous les yeux de Naruto, qui n'a rien pu faire pour protéger son fils. Il a vu sous ses yeux son fils adoptif tuer son propre fils. Je n'imagine même pas le choc que Naruto a eu à ce moment-là. Franchement les amis, le dernier chapitre de Boruto était une dinguerie monumentale, et je vous préviens, la suite sera encore plus choquante. Car là, on est enfin devant un des événements les plus tragiques de l'œuvre, et préparez-vous car la suite sera encore plus sombre, et vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. C'est vrai que j'ai tardé pour parler de ce chapitre, ça fait presque un mois qu'il est sorti, et je ne suis pas trop actif sur YouTube ces temps-ci, parce qu'honnêtement, actuellement c'est un peu compliqué avec les études et le taf, mais bon bref, je vais faire de mon mieux pour vous sortir des vidéos beaucoup plus souvent, et faire mon comeback, c'est promis. Les amis, c'est très important, avant de commencer, je vais vous annoncer un projet sur lequel je taffe depuis plusieurs mois avec un ami. Il s'agit de Labo Theory, un site web qu'on a développé de A à Z, dans lequel vous pouvez créer vos propres théories sur Boruto ainsi que d'autres mangas. Par exemple, pour vous, est-ce que Naruto va mourir dans la partie 2 de Boruto? Qui sera l'ennemi final? Qui est pour vous le dieu Otsutsuki? Bref, partagez tous vos idées en cliquant sur le lien en description. Franchement, j'ai hâte de lire vos théories, et c'est promis, celui qui proposera une théorie intéressante, je la choisirai pour une prochaine vidéo. Bon bref, la question du jour est la suivante. Citez-moi les noms d'au moins 3 Kage. Bonne chance à tous et bon visionnage. Le chapitre commence avec Kawaki qui se rappelle des paroles d'Amado, qui lui a dit que s'il souhaite sauver Naruto, il doit acquérir une nouvelle force. Et maintenant qu'Ishiki est mort, Kawaki peut utiliser le Kama en tant qu'arme et force pure, un peu comme le fait Code avec son Kama blanc. Et donc, en voyant Naruto se faire attaquer par Momoshiki, qui s'est justement allié avec Code pour tuer Naruto, vu qu'il représente pour eux leur plus grande menace actuelle, Kawaki a pris la décision d'utiliser à nouveau le Kama, même si ça l'avait fait tant souffrir par le passé. Maintenant cette puissance perdue est réapparue sous une nouvelle forme, et ainsi Kawaki absorbe l'attaque de Borushiki pour sauver Naruto. Code sera alors sous le choc, parce que je rappelle qu'à la base, quand un Otsutsuki qui t'a posé le Kama meurt, tu perds la puissance du Kama et tu n'es plus son réceptacle. Et c'est ce qui est arrivé avec Kawaki après la mort d'Ishiki. Il a été libéré du Kama et Ishiki ne pouvait plus ressusciter en lui, vu que Kashin Koji l'avait forcé de se réincarner en Jigen. Par contre là, on apprend qu'il est possible à un ancien réceptacle comme Kawaki d'acquérir une nouvelle puissance, et à présent il peut maîtriser le Kama sans réelle contrainte. Et le plus incroyable, c'est qu'il a hérité des pouvoirs d'Ishiki, comme son Dojutsu, le Sukuna Ikona, qui je rappelle permet à son utilisateur de se rétrécir soi-même, ou de rétrécir toute matière non vivante, et de la ramener à sa vraie taille autant qu'il le veut. Ishiki avait utilisé cette technique contre Naruto et Sasuke, en réduisant les attaques de ses projectiles pour qu'ils les remarquent pas, puis d'un coup il les remettait à sa taille d'origine pour leur infliger des dommages critiques. Et lors du premier affrontement, ça avait permis à Jigen d'humilier Naruto et Sasuke en 2 contre 1. Et là c'est juste insane parce que Kawaki a hérité de toutes ses capacités. Et là les amis, je vous préviens, Kawaki va devenir un monstre de puissance. Et je n'imagine même pas sa puissance quand il sera plus grand comme on l'a vu dans l'épisode 1. D'ailleurs, Aide a révélé à Code que c'est eux qui ont indirectement donné la volonté à Kawaki pour réveiller sa nouvelle puissance. Et il y a une chose importante à notifier, c'est que Shikamaru a remarqué que Code parlait avec une autre personne qui est nulle d'autre que sa complice Aida. Pour le moment, Shikamaru est pris en otage et il ne peut rien faire. Mais si on nous a mis ça en avant, ce n'est pas un hasard, parce que là Shikamaru a compris que Code avait un complice. Et c'est sûrement une information qui sera utilisée plus tard. Bref, on passe à la suite. Naruto sera surpris de la nouvelle puissance de Kawaki et Momoshiki n'en reviendra pas. Car pour lui, une fois que le Kama est perdu, il ne réapparaît plus. Et il a compris que tout ça est lié au plan d'Amado. Donc il commence lui aussi à se demander quel est le véritable plan d'Amado. Et les amis, c'est ça que je kiffe dans Boruto. Franchement, j'ai rarement vu une œuvre aussi imprévisible. Non, sérieusement, j'ai vu des centaines d'animés mangas, mais là dans Boruto, on est quand même chaque semaine des centaines à faire des théories, mais Kishimoto arrive à nous surprendre à chaque fois. Bien entendu, il y a aussi des défauts dans Boruto que je développerai plus tard, et personnellement, je trouve qu'il a des mystères beaucoup plus intéressants et poussés que dans Naruto ou Naruto Shippuden. Que ce soit le mystère autour du Kama, autour du clan Otsutsuki, le dieu Otsutsuki, bref, il y a plein de mystères, et là franchement, moi je mange du caviar. À chaque chapitre qui sort, on se régale. Et quand ça sortira en anime, ça sera une dinguerie. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Le combat tant attendu de Kawashiki et Borushiki va commencer. Kawaki utilise le Sukuna Ikona pour lancer des projectiles, et Naruto va directement faire le lien avec la technique d'Ishiki. Ensuite, Borushiki se défend, mais Kawaki va faire apparaître des cubes immenses qu'Ishiki avait utilisés pour neutraliser Kashin Koji. Et ça montre que Kawaki peut aussi utiliser le Daikokuten. Oui, ça fait beaucoup de charabia, mais accrochez-vous. Le Daikokuten permet à son utilisateur de stocker dans une autre dimension tous les objets qui ont été rétrécis par le Sukuna Ikona. Et ça prouve encore une fois que toutes les capacités spéciales d'Ishiki ont été héritées par Kawaki, du fait qu'il soit son ancien réceptacle et qu'il est devenu un Otsutsuki à 80%. Et Code se dit qu'avec le Daikokuten, qui permet de faire surgir des objets d'une autre dimension, et le Sukuna Ikona, qui permet de rétrécir les objets, Kawaki est en train de devenir un deuxième Ishiki. Et les amis, écoutez la suite parce que c'est très intéressant. Naruto
va poser une question à Kawaki. Jusqu'où comptes-tu aller? Kawaki répond qu'il fait ce qu'il doit être fait. Je fais tout ça pour toi. Et les amis, on va s'arrêter un peu là-dessus car ces paroles ont un sens très fort. Il y a quelques chapitres où vous vous rappelez qu'Amado et Shikamaru disaient que Kawaki avait un amour excessif envers Naruto. Et là, quand Kawaki dit qu'il fait ce qu'il doit être fait, ça veut dire que qu'importe ce que ça lui coûte et qu'importe les ravages qui doivent être commis, Kawaki est prêt à le faire pour protéger Naruto. Donc s'il faut tuer Boruto, ou même se sacrifier pour tuer tous les membres de Kara, ou n'importe quel ninja des 5 grands villages qui met en danger la vie de Naruto, Kawaki n'hésitera pas. Il est prêt à tous les tuer jusqu'au dernier pour protéger Naruto. Ça ne veut pas dire que Kawaki est son cœur, loin de là. C'est juste un personnage rationnel qui met en avant ce qui lui est cher avant de penser aux autres. Pour Kawaki, la vie de Naruto passe avant le bonheur des autres. Donc s'il faut détruire le bonheur d'autrui pour que Naruto ne soit pas en danger, Kawaki est prêt à franchir cette limite. C'est un peu comme Eren dans SNK qui favorise le bonheur de ses proches, quitte à rendre le reste du monde malheureux. Bon, poursuivons le fight. Borushiki lance un Rasengan et Kawaki lance un Katon. Mais les deux vont absorber les ninjutsu de l'autre grâce au Kama. Le combat va se poursuivre jusqu'à que Kawaki perce Borushiki avec les tiges de chakra. Et il tente de l'écraser avec ses cubes immenses. Et en parallèle, on remarque que Boruto commence à en prendre connaissance. Donc, au moment où Kawaki essaye de l'achever, Naruto va instinctivement le sauver. Car il ne peut pas accepter voir son fils mourir sous ses yeux. Et là, Naruto va commencer à s'énerver sérieusement sur Kawaki, en lui demandant jusqu'où il compte aller. Et est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait? Mais Kawaki répond une nouvelle fois qu'il fait ce qu'il doit être fait. Si on ne le tue pas, il nous tuera. C'est tuer ou être tué. Et là, Naruto va s'énerver comme jamais et il lui dit qu'il s'agit de son fils. Mais Kawaki dira que même si c'est son fils, il abrite en lui Momoshiki, un démon qui souhaite les tuer. Naruto dira alors à Kawaki qu'en agissant comme ça, c'est lui le démon. Mais Kawaki va répondre qu'il n'a pas d'autre moyen et dira à Naruto de regarder la réalité en face. Et les amis, c'est très dur de voir ça. Parce que dans l'histoire, c'est Kawaki qui souffre le plus. Il a enfin trouvé une famille, un père qui l'aime, un frère avec qui il s'entendait bien. Mais là, pour protéger Naruto, il doit tuer Boruto, la personne qu'il considère comme son frère. Mais Kawaki ne le fait pas parce qu'il le veut. Il le fait car il n'a pas d'autre choix. Et il sait que Naruto sera incapable de le faire. Et Kawaki n'a pas tort là-dessus. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, si Borushiki tente de tuer Naruto, Naruto sera incapable de riposter. Et il ne pourra pas se résigner à tuer son propre fils. Et ça pourrait ainsi causer sa mort. Donc Kawaki n'a pas tort. S'il ne le fait pas, cette histoire finira mal pour Naruto. Et là c'est très compliqué. Parce que d'un côté on a Kawaki qui veut tuer Boruto pour régler la situation. Mais d'un autre côté, Naruto ne veut pas en arriver là, juste parce que Boruto abrite un démon en lui. N'oublions pas que Naruto a vécu ainsi. Il avait un démon en lui et tout le monde le craignait. Car ils avaient peur du démon qui sommeillait en lui. Donc Naruto comprend très bien la situation, mais il ne veut pas voir la réalité en face. Il continue d'espérer au fond de lui qu'il existe une solution. Sasuke l'avait prévenu. Si tout dégénère, le seul moyen sera de tuer Boruto. Et Kawaki est du même avis que Sasuke. Le seul qui n'est pas convaincu c'est Naruto, car il a un trop bon fond et qu'il s'agit de son propre fils. Il ne peut pas accepter une fin aussi tragique et c'est compréhensible. Bon bref, passons à la suite. Boruto va enfin se réveiller et prendre le contrôle de son corps, à la surprise de Momoshiki qui va se rendormir. Boruto va constater que les médicaments d'Amado ont fonctionné au début, mais après ça il a perdu le contrôle. Donc ce n'est pas une solution vu qu'il a failli tuer son propre père. Et les amis, je sais pas vous mais ça fait mal d'entendre ça de la bouche de Boruto. Je rappelle qu'il était très content quand il pensait que le problème était réglé grâce au médoc d'Amado. Mais là il se rend compte que ça ne sert à rien. Kawaki demandera à Boruto s'il se rappelle de sa promesse, comme quoi il allait trouver une solution pour supprimer son Kama. Et il lui dit qu'il s'en souvient. Boruto ajoute qu'il a pris conscience d'une chose, ils sont obligés d'utiliser le dernier recours. Kawaki dira que oui, il n'y a pas d'autre choix et c'est dommage. Naruto essaie de les en empêcher, mais Boruto de lui-même va repousser Naruto. Et ce qui va suivre est très triste, car Boruto s'excuse et va dire à Naruto de saluer sa mère Hinata et sa sœur Imawari, comme s'il leur faisait ses adieux. Boruto va alors faire une dernière demande à Kawaki en disant qu'il est la seule personne à qui il peut demander une chose pareille. Tue-moi, mon frère. Boruto demandera à Kawaki de le tuer et cette fois-ci, Kawaki n'hésitera pas. Même si c'est très dur pour Kawaki, il accomplira la demande de son frère en transperçant la poitrine de Boruto, laissant ainsi Naruto sous le choc et criant le nom de son fils. Boruto sera alors à terre, rempli de sang et avec un immense trou dans son corps. Les amis, on peut le dire, on assiste là à une des scènes les plus tristes et les plus fortes en émotion de tout le manga. Et j'aimerais dire une chose avant de finir. L'évolution du personnage de Boruto est juste énorme. Je ferai un jour une vidéo de 50 minutes s'il le faut pour convaincre les rageux. Non mais sérieusement, pour ceux qui détestent le personnage et traitent Boruto de pourri gâté, je vous assure que
que si quelqu'un dit ça, il ne voit pas ce qu'on voit là. Parce que c'est juste impossible de tenir des propos pareils. On parle d'un mec qui a porté tout un fardeau à lui tout seul et qui a décidé de mourir pour protéger les siens. Et ça sans la moindre hésitation, avec un acte à la fois héroïque et tragique. Et ce sont les deux mots qui représentent le plus ce manga, qui est juste incroyable. Bref les amis, ce chapitre était une dinguerie et j'ai hâte de voir la suite. J'ai plusieurs théories sur comment Boruto va revenir à la vie, donc abonnez-vous pour vous tenir au courant. Les amis, n'oubliez surtout pas de partager vos théories sur mon site labothéorie.com et c'est promis, je choisirai l'une de vos théories pour une prochaine vidéo. Ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.